Voici les découvertes les plus intrigantes d'Afrique. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, le royaume perdu des pharaons noirs. Des pyramides majestueuses, de très grands temples et des dunes à perte de vue sur les rives du Nil. Vous savez sûrement de quel pays je parle. Et non, je vous ai eu. Il ne s'agit pas d'Égypte, mais du Soudan, ou plutôt le royaume nubien antique de Kouch. Des vestiges de pyramides, des palais et des grandes demeures qui émergent dans un océan de sable faisaient autrefois partie de l'antique ville de Méroé, qui s'étendait sur 1500 km du sud de l'actuelle ville de Khartoum jusqu'à la frontière égyptienne. Appelé royaume de Kouch par la Bible, Éthiopie par les Grecs et les Romains, ou encore Nubie, le royaume a rayonné du 3e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle de notre ère, avant d'être détruit par Aksum, le royaume chrétien d'Éthiopie, le même royaume dont nous allons parler plus tard dans cette même vidéo. Le royaume de Méroé ou le royaume Kouch était d'ailleurs tellement puissant qu'ils ont conquis l'Égypte des pharaons vers 730 avant notre ère et en sont même devenus la 25e dynastie à la basse période. La plus grande prouesse des Méroïtes sont certainement leurs impressionnantes pyramides. D'ailleurs, il en existe plus de 200, ce qui veut donc dire que le Soudan compte plus de pyramides que l'Égypte entière. D'ailleurs, plusieurs personnes préfèrent les pyramides Kouch à celles des Égyptiens. Et c'est vrai que ces merveilles élevées, élancées et gracieuses témoignent de la splendeur inaltérable de l'ancien royaume de Kouch. Cette civilisation impressionnante disposait de ses propres traditions, sa propre religion, dérivée d'ailleurs des traditions égyptiennes et surtout de sa propre écriture, l'épigraphie méroïtique. Mais l'une des caractéristiques les plus remarquables du royaume est la puissance de ses reines. L'une d'entre elles, Amanirenas, a même tenu tête au puissant Auguste, successeur de Jules César. L'historien Neil MacGregor raconte en se référant au récit de Strabon, une féroce reine à un œil candace s'empara d'une série de forts romains dans le sud de l'Égypte en 25. Son armée serait revenue avec une représentation en bronze de la tête d'Auguste extraite d'une statue de l'empereur romain. Elle fait ensuite enterrer la tête coupée du glorieux Auguste sous les marches d'un temple dédié à la victoire et effectivement la tête a été retrouvée à Méroé en 1912. Elle se trouve maintenant au British Museum. Numéro 7. Creuser dans le roc. Alors que la chrétienté a commencé à se répandre dans certaines parties de l'Afrique au XIIe siècle, de plus en plus d'églises ont vu le jour, mais aucune ne rivalise avec les églises monolithiques de Lalibela. 11 églises médiévales monolithiques ont été creusées à Même-la-Roche. Leur construction est attribuée au roi Lalibela qui au XIIe siècle entreprit de construire une nouvelle Jérusalem après que les conquêtes musulmanes eurent mis un terme au pèlerinage chrétien en Terre Sainte. Les églises sont connectées par un système très complexe de tranchées, de tunnels et de passages cérémoniels, dans lesquels on peut retrouver des mystérieuses cavernes d'ermites et des catacombes. Chaque église est un gros bloc détaché de la montagne et creusé et évidé, de telle manière qu'il ne reste plus du roc que les parties formant les parois, les colonnes et les arcs comme une reproduction parfaite de l'architecture classique des églises. Alors que la quasi-totalité des structures ont servi autant qu'églises, selon l'UNESCO, 2 d'entre elles auraient peut-être servi de résidence royale. L'église du Sauveur du Monde, Beil Meydan Alem, est la pièce maîtresse de cet ensemble, avec ses 32 piliers rectangulaires ou carrés dont la pureté de la ligne évoque celle des temples grecs. C'est d'ailleurs la plus grande église monolithique du monde. Et ce qui rend ce complexe encore plus authentique est qu'il est toujours préservé dans son environnement naturel. La fonction originelle du site, autant que lieu de pèlerinage, demeure toujours, assurant donc la continuité des pratiques sociales. Numéro 6. Cercle de pierre sénégambien. Il existe des mégalithes entre le Sénégal et la Gambie, éparpillés sur 4 sites principaux. Ils totalisent plus de 1000 monuments mégalithiques concentrés sur une bande de 100 km de large, longeant le fleuve Gambie sur 350 km en Afrique de l'Ouest. Bâti entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 16e siècle après Jésus-Christ, ces constructions mégalithiques sont accompagnées par des vestiges archéologiques d'anciennes communautés incluant environ 29 000 pierres, 17 000 monuments, à peu près 2000 foyers et plusieurs tombes et cimetières.
Et en se basant sur la quantité de travail que nécessite l'édification de tels monuments dans un tel nombre sur une superficie aussi large, on peut très facilement conclure que ces anciennes communautés formaient une société très organisée et très prospère. Les 4 sites principaux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site est un héritage d'une valeur inestimable puisqu'il représente la plus grande concentration de cercles de pierre jamais vus dans le monde. La nature variée des structures ainsi que leur arrangement très particulier indiquent qu'elles servaient plusieurs usages spirituels, funéraires et même sociétaux. Les monuments prouvent aussi que la civilisation qui les a érigés, avec une grande maîtrise des matériaux utilisés et en particulier la latérite, la roche rouge dont la majorité des mégalithes sont faits. Mais cette entreprise nécessitait aussi des outils très avancés et très spécialisés. La mémoire de ceux qui les ont érigés semble s'être perdue. Les sites archéologiques sont d'une richesse exceptionnelle. Les découvertes sont aussi variées que fascinantes, comme par exemple des tertres, des tumulus, des puits funéraires et même des maisons pour les morts et les vivants. La mémoire de ceux qui les ont érigés semble s'être perdue. L'archéologie reste donc le seul recours pour tenter de les connaître un petit peu mieux. Numéro 5, mégalaques antiques. Le Sahara est peut-être la plus grande étendue aride du monde aujourd'hui, mais une nouvelle découverte vient de prouver qu'il était tout sauf aride durant la préhistoire. Plus précisément, il y a 250 000 ans. En réalité, la partie est du Sahara abritait un lac géant, comme les scientifiques l'ont appelé, un mégalaque. La formation du lac est due à un embranchement qui s'était formé à partir du Nil et qui s'est déversé jusqu'à créer un lac qui a recouvert plus de 100 000 km². Pour référence, c'est plus grand que la superficie du Portugal. La découverte a été faite par Ted Maxwell du National Air and Space Museum alors qu'il étudiait des données de radar de la partie égyptienne du Sahara. Et en analysant les structures géologiques ainsi que les dépôts des sédiments et leurs mouvements suivant les vents, Maxwell a pu conclure que sous les sables se cachait ce qui était autrefois le fond d'un immense lac. Des canaux ainsi que des marques d'érosion seraient même toujours présentes sur le fond rocheux qui se trouve sous le sable. Les scientifiques ont même pu corroborer cette théorie en se basant sur des poissons fossilisés qui ont été retrouvés à plus de 400 km du Nil et plus de 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils ont ainsi pu définir grossièrement les berges du lac préhistorique. Et en croisant ces données avec les emplacements des colonies humaines connues de la région durant le Paléolithique, les données semblent coïncider parfaitement. Numéro 4, la Dame du Mali. Ce flanc de falaise enflamme les débats depuis des décennies, alors qu'une grande majorité de personnes pensent que ce n'est rien d'autre qu'une formation rocheuse naturelle, d'autres croient que c'est une immense sculpture à même le flanc de la falaise. Certains vont même jusqu'à prétendre que c'est les Soninké qui l'auraient sculpté il y a plus de 12 000 ans. La Dame du Mali, et malgré son nom, se trouve sur le mont Loura, perché à 1500 mètres d'altitude en Guinée, proche des frontières avec le Mali et le Sénégal. La légende locale veut que la Dame du Mali soit une femme d'une rare beauté qui a été infidèle envers son mari, un puissant marabout qu'elle aurait trompé un vendredi, journée sainte. Elle aurait ainsi été châtiée de la sorte, exposée à la vue de tous dans son déshonneur. Les estimations des géologues estiment la formation de la structure entre 5000 et 25 000 ans. La formation aurait été entre guillemets découverte par le géologue italien Angelo Pitoni, même si elle était connue des populations locales. Pitoni, bien qu'il soit un explorateur émérite, surtout connu pour son exploration de l'Amérique du Sud, il n'était pas vraiment considéré comme un vrai scientifique, accusé d'être un affabulateur en raison de son goût pour le sensationnel. Il prétend aussi avoir découvert une autre structure en contrebas de la Dame du Mali appelée le Sage du Mali. Il a même lié la formation rocheuse à l'Atlantide et il a surtout prétendu avoir trouvé des pierres bleues qu'il a appelées pierres du ciel, des sortes de pierres synthétiques qui auraient été laissées là par une civilisation alien très avancée selon ses dires. Mais les experts sont quasi unanimes. L'origine de la Dame du Mali est une formation naturelle due à l'érosion éolienne principalement. Mais j'aimerais
J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Formation naturelle ou les Africains ont-ils précédé le mont Rushmore par quelques milliers d'années? Numéro 3, le Grand Zimbabwe. Le Grand Zimbabwe est un ensemble de ruines d'une cité médiévale massive dont les méthodes de construction très avancées étaient uniques à la région et se basaient sur des méthodes de maçonnerie très avancées qui n'utilisaient pas de mortier. Le Grand Zimbabwe est la plus grande des quelques 250 structures en pierre, vestiges de la même culture impressionnante, appelée collectivement site de culture du Zimbabwe. À son apogée, le Grand Zimbabwe dominait une superficie estimée entre 60 000 et 90 000 km². Le site couvre une superficie d'environ 720 hectares et abritait une population estimée à environ 18 000 personnes à son apogée au XVe siècle après Jésus-Christ. Les premières traces écrites sur le Grand Zimbabwe remontent au XVIe siècle, une période durant laquelle la cité a été abandonnée. En réalité, la cité a été abandonnée plusieurs fois avant d'être à nouveau habitée. Les recherches archéologiques ont identifié 5 périodes d'occupation du Grand Zimbabwe entre le 6e et le 19e siècle après Jésus-Christ, et chaque période a des techniques de construction très spécifiques. Les chercheurs ignorent toujours pourquoi l'occupation de la cité a été si périodique, mais il y a sûrement plusieurs facteurs, parmi lesquels le déclin des civilisations, les changements climatiques et l'appauvrissement des ressources, surtout les mines d'or adjacentes. Mais selon une estimation de 2016, seulement 2% des 720 hectares qui composent le site archéologique ont été explorés jusqu'ici, et l'usage des différentes constructions est toujours source de débat, ce qui laisse donc énormément de choses à découvrir sur ces structures et surtout sur les civilisations fascinantes qui les ont bâties et qui se sont succédées à les habiter. Numéro 2, pandémie africaine antique. Si la pandémie que nous vivons toujours d'ailleurs nous a prouvé à quel point l'humanité était démunie devant de tels événements, nous ne pouvons qu'imaginer à quel point la situation a dû être difficile pour d'anciennes civilisations. Et si des pandémies ainsi que des épidémies ont été documentées à travers l'histoire, elles l'ont été essentiellement en Afrique et en Asie, mais beaucoup moins en Afrique où la culture et la mémoire étaient essentiellement orales. Mais si ces événements n'ont pas été décrits dans les livres d'histoire, des preuves archéologiques subsistent toujours pour en attester. Comme le prouve d'ailleurs une étude réalisée en 2020 par l'archéologue sud-africain Shadrack Chirikure. L'article mentionne plusieurs cas de vestiges archéologiques témoignant d'une épidémie ou d'une pandémie qui ont eu lieu par le passé en Afrique, comme par exemple au XIVe siècle dans la petite ville de Akrokroa dans ce qui est aujourd'hui le Ghana. Des villages agricoles ont connu des abandons de masse. Les habitants ont fui de façon très soudaine, sûrement en voulant échapper à une pandémie, très certainement celle de la peste noire, qui faisait des ravages au même moment en Europe, en Asie et même en Afrique du Nord. Dans un autre exemple évoqué par Chirikure, il évoque des fosses communes qui contenaient les corps de 76 enfants enterrés dans le site historique de Mapungubwe en Afrique du Sud et qui indique une sorte d'épidémie ou de pandémie avait frappé la région au XIe siècle. L'article révèle aussi plusieurs mesures qui ont été prises par ces mêmes civilisations afin d'éviter la propagation des maladies. La principale était de brûler des villages entiers, mais il pratiquait aussi la distanciation sociale. Un autre site archéologique, au sud du Zimbabwe cette fois, prouve qu'il était aussi d'usage d'éviter de s'approcher des morts. Mais l'article ne dit pas s'ils avaient ou non instauré un pass vaccinal. Numéro 1, le plus vieux piercing facial. Des anthropologues ont annoncé avoir découvert le plus ancien cas de piercing du visage en Afrique dès la fin du Pléistocène, il y a moins de 20 000 ans. L'étude publiée dans l'American Journal of Physical Anthropology présente ainsi la première preuve de perçage du visage jamais identifiée. Ces traces ont été repérées en Afrique de l'Est sur le squelette d'un jeune homme de 20 à 35 ans qui vivait dans la région des gorges d'Olduvai en Tanzanie à la fin du Pléistocène africain, équivalent au Paléolithique supérieur européen. Ces restes humains ont été exhumés en 1913. Étudiés dans les années 30, les ossements avaient ensuite été oubliés
oubliés jusqu'à ce que John C. Willman du laboratoire de préhistoire de l'université de Coimbra au Portugal en fasse de nouveau l'examen et en particulier celui des dents. Le but était d'en étudier l'usure caractéristique, initialement attribuée à une altération due à la mastication alimentaire ou à l'utilisation de dents comme outil pour aplanir des fibres végétales par exemple. Et en procédant au contrôle des surfaces dentaires au microscope électronique, les scientifiques ont constaté que les dents avaient été usées non pas par abrasion de matériaux fibreux ou par limage des dents comme les précédentes analyses avaient conclu, mais de façon involontaire par le frottement régulier d'une parure, un labret. C'est donc la lèvre et les joues du jeune chasseur-cueilleur qui avaient été percés pour y placer des ornements. Une usure non intentionnelle couramment documentée chez les porteurs de piercings faciaux. C'était probablement, comme encore aujourd'hui d'ailleurs, un objet à fonction symbolique, un marqueur d'identité sociale. Et découvre ces civilisations qui détenaient des savoirs très secrets que la science peine toujours à expliquer. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.